Cher président, mon très cher président, c'est à vous. Merci, mon cher Dominique, merci. Pour me mettre dans la même situation que vous me permettrez de rester assis aussi. Dominique nous a dit qu'il avait prévu 18 candidats, 18 têtes de liste, il en a eu 9. Ce qui m'a rappelé la formule que j'ai donnée tout à l'heure à la télévision, qui m'interrogeait sur une affaire très proche. Je lui ai dit, un oiseau dans la main vaut mieux que 2 dans le buisson. Par conséquent, 9 sur 18, 9 sur 18, c'est un excellent résultat. Et on ne peut que le féliciter de ce travail, et puis gronder un petit peu Mme Regueras, qui est un petit peu faible du côté de la présentation des candidats. C'est vrai que c'est la Savoie, c'est la basse Savoie, c'est pas la haute. Pas pareil. Non, un vieux proverbe. La Haute-Savoie est à la Savoie ce que la haute couture est à la couture. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mon cher ami, c'est dans cette atmosphère chaleureuse et très particulière au Front National, je peux dire presque affectueuse, que se déroulent nos réunions et nos manifestations. Parce que c'est vrai qu'il y a au Front National une dimension particulière de la politique. C'est justement ce lien affectif qui nous unit les uns aux autres. Et ceci parce que nous avons espéré, bien sûr, ensemble, mais nous avons souffert ensemble. Et ce sont les sacrifices qui créent beaucoup plus que les joies, les véritables et durables souvenirs. Nous avons beaucoup travaillé, souvent presque d'une façon désespérée, et nous n'avons jamais cédé, nous avons toujours tenu la route en marchant vers ce qui était considéré par beaucoup comme inatteignable, qui était le redressement de notre pays. Vous savez, la première affiche du Front National, il y a 40 ans, un peu plus, c'était « Avec nous, avant qu'il ne soit trop tard ». C'est-à-dire que nous avions déjà le sentiment de l'urgence qu'il y avait à redresser notre pays, dont nous sentions qu'il glissait progressivement vers la décadence. Il n'a cessé, hélas, de le faire depuis 40 ans et malheureusement atteint aujourd'hui des limites telles qu'il y a beaucoup à craindre pour nos libertés, pour notre sécurité, pour notre avenir et surtout l'avenir de nos enfants, à qui pour l'instant notre génération n'a légué que des dettes. 2000 milliards de dettes, c'est leur cadeau d'anniversaire. Alors on a autre chose à leur offrir, car c'est un pacte vital fondamental que ce que nous avons reçu des gens qui nous ont précédés et qui était le fruit de leur travail, de leur sacrifice, quelquefois du sacrifice suprême, eh bien nous le devons au moins à ceux qui nous succèdent. C'est la noblesse de notre pays que d'avoir pendant des centaines d'années répondu à cet ordre-là. Et vous le savez, les générations précédentes, encore très récentes, ont fait d'immenses sacrifices pour la promotion de leurs enfants dans un système qui malheureusement s'est révélé aberrant et a été la source de beaucoup de frustration. Beaucoup de familles qui ont sacrifié souvent les loisirs, quelquefois même le nécessaire. Les enfants ont fait des études solides et ont cru trouver dans le bac plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 la certitude d'un avenir meilleur. Avec bac plus 6 maintenant, vous avez 2 hypothèses. Soit vous êtes d'une famille bourgeoise et vous partez faire des études peut-être irréversibles à l'étranger, ou bien vous pouvez peut-être trouver une place de caissière dans un supermarché. La déception a été immense. Nous avons laissé mourir tous les métiers, toutes les promotions que nous
voisins allemands, eux, ont soigneusement préservé et qui était le fruit de l'artisanat, la transmission d'un savoir-faire quelquefois ancestral qui faisait une qualité absolument introuvable dans le monde de l'automaticité où les choses sont faites de façon mécanique, ces choses qui se faisaient, eh bien nous sommes en train progressivement de les perdre. Tandis que, croyant sottement qu'il suffisait de s'allier pour que les choses soient plus faciles et moins dures, unis, on est plus fort, l'union fait la force. Non, quand c'est l'union des faiblesses, ça donne la faiblesse. Et nous sommes aujourd'hui, et c'est un peu le thème de notre campagne, puisque en même temps que je viens soutenir les candidats aux élections municipales, c'est déjà une des réunions que je fais pour la campagne électorale européenne qui sera très courte, puisqu'il y aura à peine 1 mois et demi entre l'élection européenne et l'élection municipale. Et nous avons cru, mais j'ai cru moi-même, j'ai cru à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais 17 ans, j'étais pupille de la Nation, mon père était mort pour la France en 1942, et j'étais moi-même un très jeune résistant, ayant conservé dans mon grenier en zone interdite un fusil de guerre de mon père et un pistolet, ce qui dans cette zone était synonyme de mort ou de déportation. Bon, on n'est pas fait état parce qu'il fallait figurer sur les listes de ceux qui allaient obtenir les prébendes. Je n'étais pas de ce genre-là. Mais donc, j'étais assez en faveur de l'Europe. Je l'étais tellement que j'ai été, comme je l'ai dit tout à l'heure à ma conférence de presse, j'ai été probablement le premier à monter une opération humanitaire. C'est en 1953, janvier 1953, de terribles inondations détruisent une partie de la Hollande. Il y a des milliers de morts et j'ai un flash, en quelque sorte, je vous raconte ça dans le détail parce que c'est drôle. Je remonte le boulevard Saint-Michel et j'ai l'idée qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et je rentre dans le bistrot et je prends le téléphone, et pas le portable à ce moment-là, je demande à parler au président de la République. Et au bout du fil, quelqu'un me dit, je vous le passe. Non, qui êtes-vous? Je dis, je suis Le Pen, le président des étudiants en droit. Je vous le passe. Et au bout du fil, j'ai Vincent Toriol, qui avait été président de l'AG de Toulouse, ce qui lui faisait un point commun avec moi. Et il me dit, président, qu'est-ce qu'il y a pour ton service? Je dis, voilà, monsieur le président, il vient d'arriver un terrible malheur à la Hollande, qui est un pays européen. Eh bien, je voudrais que l'on sache que les jeunes Français ressentent ce terrible malheur comme si nous avions été frappés nous-mêmes. Et je souhaiterais que nous le témoignions de façon symbolique par une présence active à leur côté. Il m'a dit, écoute, c'est une bonne idée, mais je m'en vais en week-end à Murettes, mais je laisse les consignes à Pleven, le ministre de la Défense, ministre de la Guerre à l'époque. Et voilà, ça s'enclenche. Quelques jours plus tard, nous étions 40 pendant 3 semaines sur les digues hollandaises, dans la boue, quelquefois jusqu'aux genoux, etc., à assurer cette présence. Je crois que c'est la première fois qu'il y avait une opération humanitaire en direction. Il y a beaucoup de gens qui se targuent aujourd'hui d'en être. Eh bien, nous l'avions fait sans demander à personne. Alors, me diriez-vous, mais pourquoi n'êtes-vous pas européen, européiste? Eh bien, c'est que en 1957, j'étais déjà député, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais j'étais déjà député et j'ai voté contre le traité de Rome, c'est-à-dire qui instituait le marché commun. Non pas, je pensais que le marché commun, après tout, c'était une organisation comme une autre, encore que. Et était à la source de choses qui allaient devenir tragiques. Mais surtout, j'avais lu les livres des auteurs, des promoteurs de ce traité de Rome, qui étaient Jean Monnet et Koudenov Kalergi. Et ces gens écrivaient, ce geste, cet acte est le premier d'un processus qui doit nous conduire aux États-Unis d'Europe, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Et je trouvais cette proposition
position à la fois folle et criminelle, parce que bien évidemment, il n'y avait strictement rien de commun entre l'Allemagne et le Texas, entre le Connecticut et la Belgique. Rien de commun, ni l'histoire, ni les populations, ni rien de tout ce qui pouvait se comparer n'était comparable. Et je tenais, moi, en ce qui me concernait, à conserver la diversité de nos civilisations, celle qui fait justement sa beauté. Quand je vais à Naples, ça n'est pas pour trouver Marseille, ou quand je vais à Bordeaux, ça n'est pas pour trouver Anvers. Je souhaite trouver l'Europe telle qu'elle est, ou le monde d'ailleurs, avec son infinie diversité, alors que vous vous rendez compte que depuis quelques dizaines d'années, l'Europe a une tendance à l'uniformisation de tout. On a échappé belle au fromage européen. Il était question en particulier par hostilité à ces fromages qui puent, comme disent, à ces fromages français qui sont dont il faut se méfier à cause des microbes divers, des bacilles ou autres. Ils ont pensé que nous aurions un fromage commun, vous savez, le gouda. Hein? Ah, ça c'est formidable. Là, vous risquez rien en mangeant ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et j'ai pensé aussi qu'au bout du compte, il y aurait un jour le chien européen. Parce que toutes ces races de chiens, à quoi ça sert? Alors que ça sert au plaisir de nos yeux, au plaisir des uns ou des autres. Non, on aurait un chien commun avec une tête de Doberman, une queue d'épagneul, des pattes de basset, etc., qui serait à tout le monde, ce serait le même. Et puis on irait dans les villes d'Europe qui se ressembleraient tous, parce qu'elles auraient toutes la même législation, tous les mêmes règles comment dirais-je, d'urbanisme, etc. On aurait les mêmes rues, les mêmes machins, les mêmes quartiers, puis on aurait surtout des immenses supermarchés et la possibilité de se promener dans le centre-ville où il n'y a plus personne, n'est-ce pas? Sauf quelques immigrés, réfugiés là, bon, bref, ça a été ça, c'était ça. Je le dis comme un témoin, parce que si lui se propose pour la 5e fois d'être candidat, moi ce ne sera que la 7e. Comme disait La Fontaine, bâtir passe encore, mais planter à cet âge, oui, eh bien, je ne me lis pas. Et d'ailleurs, comme ce gaillard est le 5e de la liste, et comment dirais-je, un poste pratiquement inaccessible, si on peut dire. Mais les sondages actuels nous donnent en tête devant l'UMP et devant le PS. Je le dis sans démagogie, Dominique a une chance d'être élu. Mais ça tiendra bien sûr au soutien que vous lui apporterez, au soutien à la campagne que vous allez faire. Car vous savez que le problème de la campagne européenne, c'est qu'il y a pas mal d'abstention. Les gens ne voyant pas toujours l'intérêt qu'il y a à voter pour l'Europe, et surtout, s'en méfiant, s'en écartent. Justement, il ne faut pas s'en écarter, il faut participer. Il faut que nous fassions élire nos gens, car le mouvement que nous connaissons et que nous animons en France, qui peut, selon moi, c'est toujours difficile de faire des pronostics, parce qu'on a l'air ridicule quand ils sont controuvés par la réalité. Mais je pense que nous aurons peut-être 20 députés européens. Tout de même, mon cher Dominique, nous avons la chance d'être probablement dans la circonscription qui est la meilleure du Front National sur ce terrain-là, et surtout conduite par un homme disons comme ça, ayant une certaine notoriété sur le terrain. Bon. Alors, cette bataille-là, elle est essentielle. Ce ne sont pas des batailles ordinaires que nous allons mener. Nous allons connaître une série d'élections jusqu'en 2017 dont va probablement dépendre l'avenir de notre pays. Où nous réussirons
réussirons à déclencher dans le peuple français le sursaut qu'il mérite. Parce que les Français, et les Françaises bien sûr, mesdames, sont souvent individuellement des gens remarquables, bien souvent même des héros. Je voyais l'autre jour à la télévision ce sportif qui est amputé des 4 membres et qui se fait attacher des nageoires, en quelque sorte, des palmes, et qui a traversé la Manche à la nage, qui a relié tous les continents du monde à la nage. Il faut pour ça un cran, un courage. Et un jour, on me disait, mais est-ce qu'il y a encore des héroïnes? On parlait de Jeanne d'Arc. Oui, je dis, il n'y a pas que Jeanne d'Arc, il y a des héroïnes françaises. Tenez, c'est pas moi, le commandant Aigle. Commandant Aigle, major de Polytechnique, pilote de chasse, capitaine dans l'armée de l'air, comment dirais-je, champion européenne de triathlon. Elle a un cancer irréversible de l'utérus et elle est enceinte. Elle sait qu'elle va mourir. Et avec les médecins, les obstétriciens, elle prend un pacte, elle dit voilà, quand je me sentirai mourir, j'appuierai et vous ouvrirez. Voilà. Et en effet, elle appuie, elle meurt et on sauve son bébé par une césarienne ultime. Voilà. Une deuxième fait le tour du monde en bateau, en solitaire, à l'envers. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'endroit. Bon. Elle est sur le point de terminer son parcours quand à 500 000, son mât casse. Un paquebot qui passait s'arrête près d'elle et dit, bon écoutez, montez à bord, maintenant c'est fini. Elle dit non. Elle refuse. Elle retape son mât, tant bien que mal, et elle finit son parcours. Et puis enfin, cette jeune fille, la fille du colonel qui figurait, vous savez, sur le mur des cons des syndicats de la magistrature, qui va se battre jusqu'à la mort contre le viol que lui impose son agresseur, et qui va le blesser au point qu'on le reconnaîtra à cause de ça, et qu'on pourra l'arrêter après sa mort à elle. Ce sont des héroïnes françaises de notre temps. Il en existe comme ça, il existe des tas de gens, des tas de Français capables du meilleur. Comment se fait-il que dans le système politique qui est le nôtre, il soit réduit pratiquement à l'impuissance? Alors c'est ça qu'il faut changer. Ce sont les mécanismes de promotion des responsables politiques. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons depuis des années et des années, avec toujours au cœur l'espoir que suscite chez nous le fait que, même quand ça a été très mal, je dis quelquefois d'ailleurs, je vous le dis franchement, même aujourd'hui, si on regarde exclusivement les données techniques de la situation, si on prolonge toutes les courbes de la situation française, elles vont toutes dans le mur. C'est dire que, apparemment au moins, tout est foutu. Mais nous appartenons à un peuple qui, tout au long de sa très longue histoire, a connu des périodes de sursaut providentiel. À des moments où on croyait la France destinée à disparaître totalement, elle a rebondi, et ceci depuis 1500 ans. Nous sommes, avec la Chine, la plus ancienne nation du monde, et ceci doit nous donner le courage d'être à la hauteur de ce que nous sommes, en même temps que nous sommes le flambeau de toute l'Europe, car le mouvement du Front National est le modèle de tous les mouvements qui, en Europe, espèrent en notre victoire pour pouvoir s'en servir, pour remporter aussi la victoire chez eux. Alors, nous avons cette année ces trois échelons. Il y a les municipales. La victoire, j'y crois, mais elle ne sera pas évidemment aussi éclatante qu'on pourrait le souhaiter à cause du mode de scrutin. Parce que nous jouons aussi avec une chance contre 100. On pourrait dire, comme on parle dans le sport automobile, de l'indice de performance, c'est-à-dire du rapport qu'il y a entre l'investissement et le résultat. Par rapport à nos moyens qui n'avons ni journaux, ni radio, ni télévision, ni rien de tout ça,
contre des gens qui sont en place, qui ont tout en main, et nous remportons tout de même des victoires, et nous allons en remporter. Nous allons conquérir des villes, et surtout, alors que nous présentons quand même 15 000 candidats, ce qui est quand même un tour de force pour nous, n'est-ce pas, dans, je crois, près de 600 villes différentes, nous allons avoir des villes, et puis nous aurons surtout des centaines, peut-être des milliers de conseillers municipaux qui vont faire l'apprentissage, et nous les prenons quelquefois très jeunes. Il y a même chez nous, je crois qu'il y a un candidat dans une ville moyenne qui a 18 ans. Il n'y a pas d'âge pour les braves, il faut se battre. La preuve, c'est que c'est un peu ça, c'est un peu de famille aussi. Moi, j'ai été le plus jeune député de ma mandature, et Marion a été la plus jeune députée de l'histoire de la République. Ah oui, je crois que vous connaissez Marion, elle est venue ici, mais je dois dire, et je dois le dire avec un certain sentiment de piété, que mon père, mort à 40 ans, était le plus jeune conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer. Vous voyez, j'avais attrapé la Marine a été députée à 35 ans, ce qui n'est quand même pas le grand âge, quoi. Donc nous faisons confiance à la jeunesse. Nous faisons confiance à la jeunesse parce que nous avons d'immenses responsabilités à son égard, d'immenses responsabilités à l'égard de ceux que nous avons fait naître et vivre. Bien sûr, nous avons un grand sentiment de piété et de reconnaissance pour ceux qui nous ont précédés et dont j'ai encore le souvenir, j'écrirai ça dans mes mémoires, si j'ai le temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer pour l'instant à l'écriture, mais je sais le prix qu'ont payé les générations précédentes. Mon grand-père et ma grand-mère Le Pen ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, ils ont fait une famille, et ils ont été propriétaires de maisons, ils ont gagné. Chez la grand-mère Le Pen, on ne sortait jamais un billet. On vivait avec la monnaie. Les billets étaient mis de côté. Tout ça dans un emprunt marocain qui a été balayé, bien sûr, par l'inflation. Mais là n'était pas le problème. C'est qu'on travaillait beaucoup, on se sacrifiait. Souvenons-nous que nous entrons dans l'année du centenaire de la guerre de 14-18. 1 500 000 morts et 4 500 000 blessés. Et je lisais l'autre jour, je crois dans le Figaro, en une journée, je crois que c'est dans la deuxième semaine, la troisième semaine d'août 14, le même jour, nous avons perdu 35 000 tués et 70 000 blessés. C'est dire les sacrifices qu'ont consentis ceux qui nous ont précédés et qui ont d'ailleurs, il faut le dire, saigné notre pays à blanc, pour ainsi dire. Et donc nous avons à leur égard, à l'égard des générations et de toutes celles qui les ont précédés, et qui ont construit la France, qui ont aggloméré les unes après les autres les différentes parties de ceux qui se sont associés, y compris ceux qui, venus de l'étranger, dans cette immigration européenne, en particulier d'origine italienne, polonaise, espagnole, portugaise, etc., ont préféré à un moment donné la France à leur pays, se sont constitués, ils sont devenus des Français très vite, des Français à part entière, sans discussion, assimilés littéralement par ce qui méritait à ce moment-là d'être appelé l'éducation nationale. Nous en avons un exemple illustre, puisque notre candidate à Nice est Marie-Christine Arnautu, dont le père est comment dirais-je, macédonien, et dont la mère est italienne. Et pourtant, je peux vous garantir que c'est une patriote française dorée sur tranche, croyez-moi. Autrement dit, il n'y a de notre part aucun ostracisme, contrairement aux accusations qui sont lancées contre nous de racisme ou de xénophobie. Donc c'est vrai que nous préférons les Français. Voilà, c'est comme ça, nous avons une préférence nationale. Mais nous ne détestons pas les autres. Et je rappelle d'ailleurs quelquefois à ceux qui l'ignorent
que le premier député Front National qui a siégé au Parlement était un député de la Réunion. Il n'avait pas été élu député Front National, mais étant député de la Réunion, il avait adhéré au Front National. Il a été le premier représentant du Front National, sans parler des gestes que nous avons faits, en particulier quand on avait l'espérance de l'Algérie française à l'égard de ces populations dont beaucoup s'étaient battus à nos côtés et qui ont d'ailleurs été ignoblement trahis et livrés à leurs bourreaux, une chose que nous avons du mal, personnellement en tous les cas, à oublier. Nous avons donc à l'égard de ceux qui nous ont précédés un immense devoir de piété et de reconnaissance, mais nous en avons un bien plus grand encore à l'égard des générations qui vont venir et de celles qui sont jeunes et de celles qui vont venir de ces jeunes, dans l'espérance que notre pays restera dans sa spécificité, dans sa diversité, aussi passionnant, aussi intéressant que peut l'être l'Italie, l'Allemagne, ou votre voisine, la Suisse, qui vient de nous donner un bel exemple de civisme, qui fait éructer tout le mondialisme et tout l'européisme qui est aux commandes. Comment ces gens-là ont osé, ils osent vouloir contrôler leurs frontières, mais enfin, alors les Suisses répondent, vous savez, avant les accords bilatéraux, il entrait 8000 étrangers par an en Suisse. Maintenant, il en rentre 80 000 par an. Eh bien, nous ne pouvons pas supporter cela, et parce que 80 000, 100 000, 120 000, 200 000, il arrivera à un moment donné, comme chez nous d'ailleurs, où nous serons minoritaires dans notre propre pays. D'autres nous feront la loi. Ce n'est pas la loi que nous connaissons qui s'imposera, mais la leur. Alors ça, vous devez vous en rendre compte. Vox clamantis in deserto, il y a 40 ans que je mets le doigt sur cet aspect, au risque d'ailleurs de passer pour un radoteur, alors que la répétition de la vérité n'est pas un radotage. La vérité mérite d'être répétée, car c'est la vérité, quand elle sera connue de tous, qui nous rendra libres. Et c'est le fait que beaucoup de Français ressentent aujourd'hui les effets de la décadence française, qui les frappent directement dans leur famille, dans leur métier, dans leurs intérêts personnels, qui leur fait se rapprocher, nombreux, innombrables, vers le Front National en se disant « mais après tout, c'est vrai, c'est Le Pen qui avait raison ». On le décrivait comme lui et ses amis, comme des extrémistes, comme des... Pas du tout, il nous disait la vérité. Et la vérité, c'était que si nous laissions nos frontières ouvertes, nous serions submergés. Parce que le véritable phénomène social du XXe siècle, ça n'a pas été ces découvertes extraordinaires dont nous bénéficions, ça n'a pas été la marche sur la Lune, ça n'a pas été les téléphones portables, toutes ces choses, Internet, toutes ces choses extraordinaires qui transforment notre vie. C'est le fait que la population mondiale soit passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants. 7 000 millions d'habitants, qui marchent vers 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards. Or, la courbe de production des biens capables de satisfaire les besoins de ce monde de plus en plus nombreux n'a pas suivi la même courbe. Et donc, la différence s'est creusée. Le fossé de pauvreté et de misère n'a cessé de s'approfondir et de s'élargir, au point qu'il atteint aujourd'hui des niveaux qui deviennent insupportables dans certains pays. Si le mondialisme ayant rétabli l'esclavage partout dans le monde, tous les pays luttent pour celui qui sera capable de payer le salaire le plus faible. N'est-ce pas? On gagne de moins en moins, parce que si on gagne plus, alors on ne peut plus vendre. Nous, évidemment, qui sommes accablés par le coût faramineux de notre système social, quand on donne 1500 € à un travailleur, il faut dépenser 3000. Bon, mais quand on sait que au Bangladesh,
on gagne 40 € par mois. 40 € par mois. En Chine, 80 € par mois. Qu'il est évidemment, si nos frontières sont ouvertes, pas possible de lutter économiquement avec des pays qui n'ont pas les mêmes prix de revient que nous, qui n'ont pas les mêmes coûts salariaux, les mêmes coûts environnementaux, les mêmes coûts fiscaux que les nôtres, bien sûr. Et à ce jeu-là, qui nous est imposé par l'Union européenne, qui nous a obligés à supprimer nos frontières, eh bien, nous sommes perdants. C'est un jeu perdant-perdant. Nous avons perdu 50% de notre potentiel industriel en 20 ans. Et nous sommes sur la voie de perdre le reste. Chaque jour, il y a 1000 chômeurs de plus. Alors, on truque les chiffres. Monsieur Sapin nous explique que quand le chômage monte, eh bien, ça signifie intrinsèquement qu'il est en train de baisser. C'est-à-dire qu'il baisse par rapport aux chiffres supérieurs qu'on pouvait craindre. Hein? Et bien sûr, ça. Et ce jeu-là n'a cessé de tromper les Français, mais Dieu merci qu'ils n'y croient plus. Ça, c'est la grande novation de l'esprit civique français. C'est que le dire des médias est maintenant soumis à une critique sévère. Quelquefois, marchant avec des journalistes dans la rue, je croise un immigré qui me salue. Il dit, mais ils vous saluent ces gens-là, comment vous expliquez ça? Je dis, je crois d'abord qu'ils ne lisent pas vos articles. L'autre cas, c'est l'effet Buana. C'est-à-dire que ces gens-là savent que je ne suis pas leur chef, mais que je suis un chef. Et à ce seul titre, respect. Voilà. On ment à ce pays dans des proportions absolument extraordinaires, avec un cynisme sans nom. L'autre jour, M. Montebourg, qui est ministre du développement improbable, je ne sais pas exactement quel est son titre, a affirmé deux choses. D'abord que Le Pen avait fait l'éloge de la Gestapo. Faire l'éloge de la Gestapo, ça va dire, il suffit de le dire, hein, et ça sera répété par nous. C'est M. Montebourg qui l'a dit. Alors, ça, je poursuis M. Montebourg en correctionnel et je dois vous faire un aveu. Je suis un grand procédurier, parce que je pense qu'il ne faut pas laisser une seule attaque sans riposte. Et moi, je riposte devant les tribunaux, bien que je sache qu'un tiers des magistrats sont des gauchistes. Le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat gauchiste. Et j'ai quand même le plaisir, j'ai quand même vu la personne qui m'avait condamné à 130 millions de dommages et intérêts dans l'affaire du détail. Il est actuellement poursuivi pour escroquerie en bande organisée. C'est le président Estoupe, célèbre président de la cour d'appel de Versailles, n'est-ce pas? Et puis, je voyais l'autre jour Madame Martre, qui est l'actuelle présidente du syndicat de la magistrature, qui me jugeait dans l'affaire de Mantes-la-Jolie, vous savez, et qui, au moment où on montrait à l'écran, les défenseurs montraient à l'écran, en détaillant les images, que c'est Madame Peulvast qui m'avait pris par la manche, qui m'avait tourné devant elle. Très carrément, elle a pris sa chaise, elle a tourné le dos à l'écran pour ne pas la voir. Et ça m'a, chose très rigolo, l'autre jour, Madame Marthe s'est fait faucher son sac dans le métro. J'ai trouvé ça. Il y a une justice immanente, n'est-ce pas? Il faut savoir que le syndicat de la magistrature, qui reçoit quand même les voix de 30% des magistrats, a publié son programme avec en couverture, en couleur, une tête de cochon avec un képi de flic. C'est vous dire tout ce qu'ils pensent, c'est des pigs. Les flics sont des pigs pour eux. Alors, quand vous allez au tribunal, vous avez 2 chances sur 3 de tomber sur des adversaires. Il faut dire la vérité. Une chance, le syndicat de la magistrature, pas de problème, parce que c'est eux qui avaient fait le mur des cons, vous savez, et ils avaient un programme. Nous serons toujours
pour les piétons contre les automobilistes, pour les enfants contre leurs parents, pour les prisonniers contre les matons, pour les délinquants contre les flics, etc., pour les femmes contre les hommes, etc., etc. C'était leur programme, et c'est encore leur programme. Voilà. C'est Mme Marthe qui en est présidente. Mais il y a quand même le tiers qui est plutôt ou socialiste ou UMP, qui ne porte pas particulièrement Le Pen en sympathie. Eh bien, malgré ça, j'ai gagné 120 procès en diffamation en 40 ans. 120 procès. Certes, j'en ai perdu aussi. La différence, c'est que quand je les perds, ça me coûte 10 000 €. Quand je les gagne, ça me rapporte 1 euro. Voilà. Alors, je me suis, moi, efforcé tout au long de ma vie politique d'essayer de renseigner les Français sur ce qui leur était caché. Et en particulier sur le problème le plus important, parce que c'est un problème nouveau que n'avait jamais connu dans l'histoire de notre pays, c'est l'immigration de masse. L'immigration de masse née de cette explosion démographique dans le tiers-monde, en même temps que la dépression démographique qui frappait tout le continent européen. Pour vous donner un exemple, la Russie perd 1 million d'hommes par an. Et l'Allemagne, tant chantée d'un cercueil en or, parce que c'est un pays de vieillards qui ne s'en tirent que par le recours plus ou moins déguisé à l'immigration, en ayant d'ailleurs choisi principalement l'immigration turque, ce qui n'est pas sot, parce que pour la retraite, c'est plus rigolo d'être à Bodrum qu'à Hambourg quand même. Hein. Bon, ils ne seront pas encombrés par des retraités de ce côté-là. Bon. Mais nous-mêmes, nous sommes dans cette situation. Et les chiffres dont nous nous vantons comme étant les meilleurs de l'Europe sont pour le tiers composés par des enfants d'immigrés. C'est ça qu'il faut savoir. Et que ce phénomène ne cesse de se développer dans l'obscurité la plus complète, car on ne fait plus de recensement en France. On fait des recensements partiels, n'est-ce pas mais les chiffres que vous ne connaissez pas, l'INSEE, qui est l'organe officiel, dit qu'il est entré 12 millions d'étrangers en 40 ans dans notre pays. Azouz Begag, qui est un ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. La vérité est probablement entre ces chiffres, mais nous sommes déjà très, très, très engagés dans cette voie. Et ici, il y a déjà de nombreuses villes françaises qui sont à majorité musulmane. Roubaix est à 60% musulmans, par exemple, entre autres. Pour l'instant, ils ne votent pas beaucoup. Et je dois dire que, grâce à Dieudonné, ils voteront plus socialistes, je crois. Mais un jour, ils pourraient obéir à un mot d'ordre, puisqu'ils ont tout de même un lien commun très fort, qui est une religion simple, n'est-ce pas, différente de la religion traditionnelle des Français, et qui peut provoquer, dans certains cas, un mouvement de masse, d'autant qu'encore une fois, je rappelle que depuis 40 ans, il entre 300 000 étrangers par an dans notre pays, sans compter ceux qui naissent sur notre territoire, et dont on aurait pu espérer, dont on espérait sous la 3e ou même la 4e République, que ces enfants allaient devenir français, parce qu'ils étaient dans un enseignement français, avec des maîtres qui leur apprenaient le respect et l'amour de la France. Quand j'étais petit garçon, moi, à la Trinité-sur-Mer, juste avant la guerre, mon instituteur, le père Pourchasse, était un ancien de la garde 14, un borgne de la garde 14, il avait un œil de verre, et nous avons socialiste à la Trinité entre les deux guerres. Vous voyez, ce n'est pas exactement une opinion modérée. Eh bien, sur son violon, car à ce moment-là, les instituteurs, devenus depuis professeurs professeur d'école, c'est ça, professeur des écoles, jouait du violon. Et donc, au violon, il nous apprenait la chanson. Nous n'avons pas la taille d'homme, nous sommes encore des enfants, mais par le cœur français nous sommes
premiers, derniers, petits et grands, nous aimons la patrie, étant tous bons Français. À toi, France chérie, la grandeur et la paix. Voilà ce qu'un instituteur socialiste nous apprenait. Les programmes maintenant d'histoire, je précise quand même qu'il n'y a pas eu que la gauche qui a gouverné dans ce pays. La droite a gouverné aussi, mais vous me direz que quand la droite est au pouvoir, elle a très envie de nommer des gens de gauche, surtout. De peur d'être pris pour quelqu'un de droite. Rappelez-vous Sarko, nommant des ministres de gauche, n'est-ce pas? Eh bien, les manuels d'histoire actuels font l'impasse sur Louis XIV, Napoléon, Charlemagne, mais en revanche, la civilisation du monotapa et des centres de l'Afrique est très prisée. C'est ça qu'on... Alors s'il n'y a pas là, chers amis, un véritable complot contre l'intelligence, une véritable volonté de couper les racines de ce peuple, de faire qu'il devienne comme tous les autres, un magma de producteurs plus ou moins payés, d'ailleurs, il faut bien dire la vérité, et de consommateurs surtout. Tout ça gouverné par des sachants inconnus, des G8, G9, G10, G25, G32, inconnus qui nous dicteront ce que nous avons à faire. Eh bien là, nous prenons exemple sur nos amis et voisins suisses. Nous voulons rester tout au long de ma vie, notre ami m'en est témoin. J'ai toujours dit, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Ils ne sont pas responsables de la situation. Les vrais responsables de cette situation, ce sont les élus français que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. En conséquent, il faut en changer. Et pour en changer, il faut que les électrices et les électeurs se mobilisent. Vous ne pouvez plus rester, vous, les amis que vous connaissez, des voyeurs d'une décadence mortelle. C'est pas possible. Parce qu'elle n'est pas, contrairement à ce que me disent quelques-uns de mes compatriotes et surtout des gens qui ont le même âge que moi, qui disent « Oh ben Jean-Marie, heureusement, nous on ne verra pas ça. » Si, vous le verrez. Vous le verrez car vous pouvez vivre maintenant jusqu'à 100 ans. Alors, je vais vous dire, vous échapperez pas à ce malheur, mais surtout les vôtres. Vous y pensez aux autres, hein? Vous vous souvenez du slogan du livret du Front National qui disait, hein, non, vous vous souvenez pas? Et la France, bordel, vous y pensez, vous? Alors, votez Front National. Je voudrais conclure par cette considération d'un rapport très personnel de moi à vous. Je voudrais que vous soyez conscients que cette responsabilité repose sur chacun et chacune d'entre vous. Vous n'êtes pas un auditoire ordinaire, vous êtes un auditoire de sachants. Vous ne pourrez pas dire demain, mais moi, je n'étais pas au courant de ça, personne ne m'a jamais dit ça. Vous savez. Et puisque vous savez, vous devez faire savoir. Chacun d'entre nous a autour de lui une plus ou moins grande aura professionnelle, familiale, syndicale, sportive ou autre. Il faut parler, il faut dire aux gens. Il n'est que temps, mesdames et messieurs. Voyez-vous, je vais vous dire, je pense qu'aux élections suivantes, il va y avoir des régionales. Et nous pouvons gagner des régions. Nous pouvons arracher. Vous vous souvenez, c'est ces crétins de l'UMP qui ont modifié la loi en pensant que ça allait les servir. Ça a fait 20 régions socialistes sur 22. Bon. Et la loi donne la préférence, donne la majorité à la liste qui arrive en tête. Or, si comme le disent les sondages, nous arrivons en tête dans un certain nombre de votes, eh bien nous pouvons enlever des régions entières. Et il y aura aussi des élections cantonales, et puis il y aura la
présidentielle. Et moi, je vais vous dire la vérité. Je crois que Marine sera la prochaine présidente de la République. Mais je ne voudrais pas qu'elle soit présidente sur un champ de ruines qu'il faudrait entièrement reconstruire. Certes, nous savons bien que puisque nous allons changer de politique, changer de voie, changer la politique du laisser aller, du laisser faire, du laisser entrer, laisser courir, oui, il va falloir faire, tiens, pour une fois je vais emprunter, non pas à Jaurès, mais à Thorez, il va falloir se retrousser les manches. C'est lui qui disait ça après la guerre. Retroussons nos manches, ça ira encore mieux. Ben, il va falloir nous retrousser les manches pour changer un certain nombre de choses fondamentales, redonner à notre jeunesse le goût du travail, l'espoir d'une vie meilleure, la volonté de construire son propre destin pour rester un pays libre, non pas xénophobe, non pas ennemi, ami de ses voisins, ami même de tous les pays qui souhaiteront l'être dans ce que j'appelle moi l'Europe boréale, c'est-à-dire l'Europe qui va de Brest à Vladivostok et qui intègre non seulement les peuples slaves, mais surtout le grand espace géostratégique qu'est la Sibérie. Parce que ma conviction, c'est que la Russie seule ne pourra pas garder la Sibérie. Elle lui sera arrachée. Et que d'un autre côté, les grands pays, les grandes nations de l'Ouest ont besoin d'un espace, un grand espace économique, stratégique et politique, qui est la Sibérie. Donc, tout commande que nous soyons demain unis, non pas dans le cadre étouffant de l'Union européenne, qui nous a obligés à supprimer nos frontières, qui nous contraint maintenant de plus en plus sur tous les secteurs de l'activité, qui veut uniformiser la vie. Non, mais une union de nations. Nous souhaitons rester les nations que nous sommes dans leur richesse culturelle. Et il est évident que nous n'avons pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts, mais ils sont complémentaires, si j'ose dire. Et moi, c'est vrai que dans tous les pays d'Europe, je me sens à l'aise, je me sens bien. Je ne me sens pas chez moi. Je me sens comme chez des cousins, comme chez des amis, etc. Je respecte les endroits où je me trouve. Je respecte les traditions, les coutumes, même si certaines, quelquefois, me paraissent un peu désuètes. Je ne suis pas chez moi. Mais je suis chez des amis. Par conséquent, je suis à l'aise. Et c'est ce climat-là qu'il faut rétablir. Je peux vous dire que beaucoup de citoyens de l'Europe, de tous les pays d'Europe, non seulement les 28 de l'Union européenne, mais d'autres, vont avoir les yeux fixés sur la France dans les élections qui viennent, d'abord municipales, puis surtout européennes. Et je crois que c'est nous qui allons donner le signal du réveil, non seulement de notre pays, mais de l'Europe et de la civilisation chrétienne tout entière.